pour eux, en fait, c'était une manière d'être un peu sur les deux mondes, tu vois, à la croisée des deux mondes. Pour moi, évidemment que les études, ça marque juste en fait des espèces de tournants, mais c'est pas ça qui définit ce que tu es aujourd'hui. Exactement. Vraiment, le Rwanda, moi, ce qui m'a intéressé, c'était que c'était au final un très bon film américain. C'est une success story. Salut Kevin, comment tu vas? Merci beaucoup de me recevoir, ça va excellent. Ouais, depuis l'INSEAD du coup. Depuis l'INSEAD, il s'est passé beaucoup de choses. Ok. C'est vrai que ça a été quand même, je pense, une très bonne expérience. On va revenir, je pense, dessus au final. Et du coup, on est toujours avec Lead Plus, avec aussi d'autres objectifs qui sont un peu ajoutés. Ok. Et en tout cas, merci de me recevoir. Non, c'est vraiment un plaisir parce qu'en fait, on avait échangé à l'INSEAD et puis j'avais vraiment très kiffé la conversation. Et j'ai l'impression que toutes les fois où on discute, il y a tellement de choses que j'apprends et que je vois. Et j'aime aussi beaucoup ta vision pour l'Afrique, pour la jeunesse, en tout cas la diaspora africaine. Et donc, le but, c'est de partager un peu ça avec les gens. Et du coup, sur ce podcast, en fait, le but, c'est de partager le parcours d'une jeunesse africaine ou d'origine africaine et qui, simplement, en fait, fait des choses pour pouvoir inspirer d'autres jeunes, en fait. Donc, c'est vraiment ce que je cherche à faire sur ce podcast. Et s'il y a un jeune qui me regarde, qui nous regarde, en fait, qui arrive à piocher au moins une information là. Une information. Voilà. Et c'est vrai que moi, pour le coup, je pense pas être, comment dire, ma vision reste ma vision, c'est-à-dire que elle est juste déterminée par ce que je suis. Tu vois, évidemment que pour d'autres, ça va pas être la même chose, mais je dis toujours ça un peu pour tout ce qui est podcast d'afropreneurs notamment. Je dis méfiez-vous parce qu'en fait, ça reste sa vision, c'est son parcours de vie. Piocher des informations, oui. Mais après, c'est pas la vérité, aucune parole de Messie. C'est pas la Bible. Il n'y a pas de parole, il y a pas de parole messianique, quoi, en tout cas, à ce niveau-là. Non, mais c'est cool. Et sinon, comment tu vas? Bien. Tout se passe bien pour toi, comme tu veux. Ouais. Donc, je pense que tu voulais, alors, tu avais un programme un peu construit d'une batterie de questions. Non, on va discuter tranquillement. Ça va être conversation chill, on va discuter tranquillement et puis voilà. Sinon, ok, d'accord, on va revenir un peu sur ton parcours. Si tu veux, en fait. Voilà, si tu veux un peu de structure. Donc, on revient sur ton parcours, on peut repartir peut-être dans l'enfance, comment ça se passe et tout. Comment est-ce que le jeune Kevin évolue et comment est-ce que ton parcours se construit et jusqu'à aujourd'hui, Lead Plus et l'Afrique. Pour quelqu'un qui est né en France. C'est vraiment intéressant. Et donc, voilà. Du coup, comment ça se passe? Tu es né à Paris? Alors, moi, je suis né à Paris en 99. Alors, pour contextualiser, ma mère avait déjà… elle avait déjà été plusieurs fois en France. Ma grand-mère un peu aussi. Donc, il y avait déjà un peu… ce lien. Voilà, un petit lien. C'était pas un gros lien, puisque ma mère avait quand même… un peu voyagé, notamment au Gabon. Elle avait surtout voyagé en Afrique, elle, d'ailleurs. Elle est quoi, camerounaise, c'est ça? Elle est camerounaise, ouais. Mais elle a voyagé dans le cadre de ses études. Donc, voilà. Donc, Kevin né à Paris en 99. Quel arrondissement? 18e. Donc, moi, je suis un enfant du 18e. Et ce qui est bien, alors, pour contextualiser mon environnement familial, c'est que moi, au départ, on a grandi surtout avec le père de ma sœur. Le père de ma sœur, pour s'imaginer un peu, c'est vraiment tout ce qu'on imagine de l'homme blanc riche. Voilà, donc le père de ma sœur est plutôt riche, il travaille au compte de l'Union européenne, donc voilà, il a un haut poste dans les institutions financières et économiques. Ma mère aussi, c'est pas n'importe qui, dans le sens où c'était une fille qui avait fait des études. Au Cameroun, les filles faisaient beaucoup d'études à ce moment-là. À cette époque-là, et donc, elle avait, par exemple, elle avait sa licence. Tu vois, donc, ce qui est plutôt exceptionnel, puisqu'elle n'est pas d'une famille très riche. Il me semble que mon grand-père ou mon arrière-grand-père était commissaire, donc ce qui donne un peu un certain statut, mais c'est pas d'une richesse financière qui permet en fait de voyager. Le choix, c'est surtout mon grand-père qui était convaincu que l'école était une voie d'émancipation. Ça l'était encore, en fait, au Cameroun.
On était voilà, post-choc pétrolier, donc il y avait quand même une crise économique, mais bon, ma mère, enfin, le choc pétrolier de 98, c'est ce qui a fait que ma mère part du Cameroun, mais à ce moment-là, pardon, on n'était pas encore, on était pré-choc pétrolier. Donc, le Cameroun économiquement était un pays plutôt prospère en réalité, notamment avec la manne de pétrole, avec évidemment tout ce qui est cacao, huile de palme, etc. Donc elle arrive ici. Voilà, elle arrive ici. Problème, ma mère se sépare du père de ma sœur, parce que ma sœur et moi, on n'a pas le même père. Mon père vit en Allemagne ou au Cameroun, ça dépend. Je vais pas tant m'épancher là-dessus, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Bien sûr, oui. Mais donc du coup, voilà, moi je nais dans une famille de 3, donc principalement ma mère, moi et ma sœur. Évidemment, ma sœur va un week-end sur 2 chez son père et part pendant la moitié des vacances chez son père, ce qui fait qu'en fait je deviens un peu, à certains moments je suis quasiment un enfant unique. J'ai grandi avec ma sœur, oui, mais pas uniquement. C'est-à-dire beaucoup de fois, j'étais seul avec ma mère. Ma mère s'occupait de moi. Donc, j'ai quand même une attention, un soin, tu vois. Sachant que quoi qu'il arrive, quand ta sœur est la fille de quelqu'un qui est extrêmement riche, et bah, tu as quand même des choses qui reviennent sur toi. Tu bénéficies tu bénéficies des indirectement de certaines choses. Mon expression de parole, par exemple, j'ai pas eu à corriger mon expression de parole. J'ai toujours parlé comme ça de manière à peu près éloquente parce qu'en fait, c'est juste lui qui m'a appris à parler. Tu vois. Même le fait que ma mère avait le goût de la culture, c'était notamment le goût de faire découvrir la culture à ses enfants. C'était de lui qu'elle l'avait pris. Tu vois, plein de choses comme ça, nous mettre dans des activités extrascolaires et périscolaires, c'était lui qu'elle l'avait pris. Donc voilà, moi, j'ai grandi dans un environnement vraiment de culture. Ma mère savait très bien que le pire défaut pour un enfant, c'est l'oisiveté. Tu vois, donc il faut occuper les enfants, il faut qu'ils fassent quelque chose. Il n'y avait pas de télé jusqu'à un âge avancé, j'avais pas de télé. Jusqu'à quel âge comme ça? Je pense que la première fois que j'ai eu la télé, j'avais peut-être 10-11 ans, tu vois. Donc jusqu'à 10-11 ans, tu regardais pas la télé? Non, c'était plongé dans les bouquins, les livres. Moi, j'allais beaucoup dans une bibliothèque, la bibliothèque juste à côté de la mairie du 18e. Et en fait, quand j'avais notamment les mercredis ou trucs, ma mère m'amenait directement à la bibliothèque et me faisait lire en fait. Voilà, donc elle me faisait lire. C'était un refuge, la bibliothèque en réalité. C'est ça qui t'a forgé. Et j'ai eu beaucoup, j'ai beaucoup lu dans mon enfance de la littérature jeunesse, mais aussi de la BD. Voilà, c'était un peu cette époque où, du coup, j'avais voilà, une fenêtre ouverte sur le monde. Je passe ensuite à l'adolescence. À l'adolescence, je fais beaucoup d'activités. Extrascolaire. Donc, là, c'est toujours dans le 18e. Toujours dans le 18e. Grandis vraiment dans le 18e. Donc, sachant que ce qui est bien dans le 18e, c'est que tu es à côté de Montmartre. Tu as beaucoup de touristes. Tu vois, c'est très différent de grandir dans un arrondissement où il y a beaucoup de touristes et tout. Dans un endroit où tu entends beaucoup de langues. Exactement, tu entends beaucoup de langues. Nous, on était beaucoup à la butte Montmartre avec des amis. Ma mère, tous les dimanches, elle m'amenait à l'église de Montmartre. Donc, c'est quand même un environnement extrêmement international. Dans mon immeuble, il y avait en face de notre porte, il y avait un Japonais. En dessous, tu avais des Sri Lankais. Tu avais des Américains au 3e étage. Tu vois, et voilà, tu vois, t'es direct dans un environnement un peu international. Tu vois, la réalité, c'est que tu es dans un environnement un peu international. Même ce qui est bien dans le 18e, c'est que c'est très mélangé, mais tu sais, c'est des bons mélanges. C'est-à-dire que tu as quasiment de toute origine. Mais c'est très bien mélangé. Tu as des lycées privés à côté, tu as des lycées publics plus. Voilà, c'est des trucs où il y a du budget. Nous, on a voyagé en Irlande, par exemple, pour ma troisième année. Tu vois, voilà, donc tu avais déjà cette appétence, il y a du budget en fait. Et donc, je passe au collège. Collège, je le fais vraiment à côté de chez moi. Toujours dans le 18e, d'accord. Toujours dans le 18e. Je voyage beaucoup parce que voilà, ma mère, c'est une dame qui voyage beaucoup. Donc, je me souviens qu'on a fait pas mal de voyages un peu insolites. Je me souviens qu'on a fait un road trip de 4 pays, par exemple. Toute la zone Benelux. En fait, on a fait un road trip
vraiment, road trip, on dort, on fait 2 jours là, et après vous partez. Puis 2 jours là, puis 2 jours là, puis 2 jours là, puis 2 jours là, tu vois. Après, on peut dire quand même que tu étais dans un milieu privilégié. Je pense que j'étais dans un milieu, parce que ça n'arrive pas en fait. Non, après c'est aussi que parce que ma mère, elle se débrouillait tout le temps Ok. pour avoir tout ça. Nous, par exemple, on utilisait Alliance Voyage, qui était un peu un Flixbus avant l'heure. Ok. Tu vois, c'était un Flixbus avant l'heure. Ma mère, elle utilisait Alliance Voyage. Donc c'était un truc où c'était les premiers qui organisaient par quart des voyages pour notamment des gens qui ont le profil de ma mère, c'est-à-dire des femmes seules ou des petites familles, mais dont les parents sont un peu surchargés et qui ont juste besoin de quoi? D'arriver dans un endroit et de faire le truc sans réfléchir et en ayant en fait un environnement un peu familial. Ok. Tu vois, ma mère n'est pas une dame qui est excessivement riche. Elle a de l'argent, oui. Elle gagne sa vie, oui. Voilà. Normalement, elle gagne très correctement sa vie. Voilà, par rapport à la elle gagne même très correctement. Mais c'est surtout une dame qui fait tu sais, c'est une adepte du petit plan. Tu vois, du petit bon plan. Les petits bons plans de voyage. Voilà, les petits bons plans. C'est une adepte du petit bon plan. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on a eu cette enfance où en fait, on est dans toujours les petits bons plans. Pour pas payer les musées, elle, c'était évidemment pendant la nuit des musées, mais évidemment, elle prenait les cartes musées pour les enfants, etc. Mais c'était beaucoup la nuit des musées, la nuit, les journées du patrimoine, tu vois. Tout ce genre de trucs, en fait. Et tout ça, elle l'héritait évidemment du père de ma sœur, tu vois, qui lui, voilà, qui avait ce truc, tu vois. Donc, c'est pas tant qu'on est privilégié, mais qu'on est privilégié parce qu'en fait, elle avait accès à beaucoup d'informations, tu vois. Ouais. Et aussi qu'elle avait un niveau d'études qui faisait qu'elle avait une compréhension extrême des monde enjeux et de la vie. Exactement. Voilà. Des enjeux si tes enfants se développent sans culture, alors ils seront comme ça, etc. Ce sera beaucoup plus dur. Donc, moi, je sais que j'ai fréquenté énormément les scouts. J'étais scout protestant. Ce qui fait que en fait, ça te donne en fait une base de culture pour la nature, pour l'autonomie, etc., et beaucoup de choses qui sont nécessaires. On passe au lycée. Je vais moi dans un lycée international, Honoré de Balzac, donc qui se trouve dans le 17e. C'est un énorme lycée, 3000 personnes. Donc voilà, c'est encore la même chose, une culture internationale, quoi. Du coup, cela te permet aussi de parler anglais très vite. Moi, je parlais déjà anglais un peu. Même avant d'arriver au lycée, oui, avant arriver au lycée, ma mère, elle parle un peu, elle est anglophone, camerounaise anglophone. Ah oui, ok. Voilà. Elle vient de la partie anglophone du Cameroun. Elle vient pas de la partie anglophone, mais il y avait une très bonne éducation anglophone à ce moment-là. Ce qu'elle transfère et ce qu'elle surtout, c'est ça aussi, c'est ce qu'elle juge comme important. C'est parce que pour elle, faire plusieurs sports, parce que moi, donc, en activité, je faisais théâtre, je faisais plus jeune, je faisais du golf, tir à l'arc. Ah ouais, quand même. Je faisais des échecs, mais aussi après des sports plus lambda comme de l'athlétisme, par exemple. Tu vois. Donc tu vois, il y avait un vivier de sport extrême parce que pour ma mère, voilà, il fallait que le mercredi après-midi, Kevin soit occupé, le samedi matin, qu'il soit occupé aussi. Ouais. Ma soeur, elle faisait de la danse classique, tu vois, dans le 18e, un cours Rockland, je crois. Voilà, mais donc... Tu vois, il y a tout ce truc-là. Ça qui pose vraiment les bases. Ça pose des bases, tu vois. Ça pose vraiment... Donc, et après j'ai de la chance au lycée, c'est que j'ai rencontré des très bons profs, notamment un prof d'économie, Monsieur B. Deju, qui m'a donné en fait une envie folle d'étudier l'économie. Une envie extrêmement folle. C'est quoi, tu fais quoi, un bac ES? Ouais, je fais un bac ES et vraiment la matière économie était la plus importante pour moi, c'est-à-dire que je pouvais laisser tout tomber à côté, mais ce prof-là, il m'a tellement motivé que genre je devais réussir cette matière, tu vois. Je pouvais laisser tout tomber, toutes les autres, c'est pas grave. Mais l'économie... Mais celle-là, je devais l'avoir, tu vois. Et grâce à des lectures, grâce aussi voilà, à des très bons cours qu'ils me donnent, j'ai mon bac. Et là, il va y avoir une période de trouble, c'est que je vais... Tu sais pas quoi faire? Ouais, de une. Je suis accepté donc à Sorbonne en LEMA, donc lettres, édition, médias, audiovisuel. On résume sciences de l'information, mais j'y vais pas la première année. Je décide de partir à Londres et de voyager un peu. Donc après le bac, tu te dis, voilà, je vais voyager. Je vais voyager un peu. Et ça, ta mère, on dit, c'est quoi son avis? Non, parce qu'elle comprend en fait. J'ai eu de la chance aussi, voilà, c'est de ne pas avoir des parents et même mon père, voilà, d'avoir une vision rétrograde de l'éducation. C'est que évidemment à ce moment-là, elle doute un peu, elle est en mode bon, voyager, pourquoi faire? Mais à ce moment-là, en même temps, je fais du mannequinat.
Ok, c'est-à-dire que la transition entre le bac et le... Et le truc, c'est pas fait tout de suite. Ok. Ça s'est vraiment pas fait tout de suite. Donc c'est la première année, tu te dis, je vais aller faire du mannequinat. Je fais du mannequinat. Pourquoi le mannequinat? Parce que déjà, c'est génial, tu gagnes de l'argent. Ça, c'est déjà bien quand tu es jeune. J'avais jamais gagné autant d'argent de ma vie. Ensuite, tu travailles avec des professionnels qui sont de par le monde, donc tu es obligé de parler anglais. Tu peux voyager. Moi, je sais que je suis parti à Milan, où j'habitais en fait là-bas pendant 2-3 mois. Tu as cet aspect aussi où tu rencontres d'autres mannequins, donc d'autres gens en devenir, donc des jeunes quoi. Ok. Et c'est un peu comme si tu partais en échange quoi en fait au final. Au final, tu vois. C'est des gens qui sont à peu près de ton âge. Voilà, c'est des gens à peu près de ton âge, ils sont tous jeunes. Tu rencontres des professionnels, tu te formes, tu parles anglais. Et après, bon, de ce qu'on entend un peu dans le mannequinat, il y a une certaine pression, je crois, parfois. C'était comment, toi, c'est quoi ton avis? Oui et non. Après, c'est si tu te mets la pression parce qu'en fait, tu veux réussir. Faire carrière. Et tout. Toi, moi, j'avais aucune intention de faire carrière. Je suis venu kiffer. Moi, je suis un kiffeur. Je suis venu kiffer, tu vois. Ouais. Je suis venu kiffer, faire la fête un peu, machin, et t'ambiances avec les gens. Et au final, tu te rends compte que t'améliores ton anglais, t'améliores ta prise de parole orale, tu gommes ta timidité aussi, parce que c'est évidemment des endroits où tu te mets nu, pas nu, mais voilà, tu te mets à nu devant des gens, tu te fais juger aussi, des gens jugent par rapport à ton corps. Donc voilà, tu commences à déjà voir le milieu de l'entreprise en réalité. Okay. T'as 17, 18 ans, tu vois ce que c'est, à quoi ressemble le fait d'être dans une entreprise. Ok. Et à ce moment-là, est-ce que tu te dis, je reviens très rapidement à mes études, ou tu voudrais quand même rester quand même un tout petit peu? Oui, alors non, oui et non. Alors, j'ai une opportunité quand je reviens à Paris, c'est de travailler pour le Numéro Magazine. En gros, le Numéro Magazine, c'est un magazine de mode auquel une de mes amies, que maintenant j'ai depuis des années, que j'ai rencontré dans le cadre du mannequinat, me propose en fait d'être pigiste. C'est-à-dire d'écrire pour le magazine, d'être pigiste, d'être associé collaborateur, voilà, d'écrire pour le magazine, faire des factures. Donc voilà, donc d'être freelance en fait. Et donc j'écris avec eux sur plusieurs articles, notamment des articles musicaux. Et je l'accompagne, elle, en tant qu'assistant, pour plein de petites missions, des foires d'art, des projections. Et ça, tu fais pendant combien de temps? Je le fais pendant quasiment 6-7 mois. Tu vois. Ah oui, quand même. Mais tu sais pourquoi je te demande ça? Pourquoi? C'est parce que, tu vois, moi, j'ai pas grandi en France. Et quand j'étais arrivé, j'étais beaucoup choqué par... Après, c'est pas forcément un truc négatif, mais c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui, après le bac, décident par exemple d'aller travailler. Ouais. Et parfois, bon après c'est vrai que toi tu reviens après aux études, mais qui restent un peu dans ce truc-là. Ouais. Et qui vont rester vraiment... ça va être leur travail. Ça va vraiment leur travail. C'est-à-dire que ça va travailler dans les magasins, ça va faire des petits jobs. Ouais, et tout. Et ça va devenir, vraiment, ça va devenir vraiment un goal finalement. Ouais. Ou peut-être parfois tu as peut-être d'autres objectifs, mais tu t'enfermes un peu dans ce truc. Et ça me choquait parce que de là où moi je viens, les études, c'est en gros… une ligne droite. C'est une ligne droite, voilà, c'est ça. Tu vois, tu as ton bac, tu vas à l'université et après, maintenant, tu penses à faire un job. Après, ça peut arriver et c'est même pas très démocratisé de faire un petit job étudiant à côté de ton… Mais c'est pas vraiment ça le truc. Et donc, moi, ça me surprenait. Ça me surprenait vraiment. Et ouais, mais bon, donc c'est pour ça que je voulais comprendre un peu le mécanisme. Ça, je pense aussi, c'est là ce que tu décris, c'est assez intéressant parce que c'est finalement aussi une des faiblesses de notre diaspora. C'est en fait de manière générationnelle, les parents n'arrivent pas à comprendre les trucs des enfants. Les choix des enfants. Et donc n'arrivent pas à bien les accompagner vu qu'ils ne les comprennent pas. Tu vois. Alors qu'ils pourraient, mais comme ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que l'enfant fait ça. Moi j'ai de la chance, c'est que ma mère a été elle a très vite compris ce que je voulais et surtout elle a très vite compris que c'est une période, tu vois, ça va passer, il va revenir aux études, il va être beaucoup plus sérieux, mais voilà, que ça passerait et qu'au final… tu reviendras à l'essentiel et que c'est juste un passage, mais qui est un passage obligatoire, qui est un bon passage en fait. Au contraire, c'est une très bonne chose que de développer sa personnalité avant de faire les études. Moi, je suis totalement pour de développer sa personnalité, de savoir ce qu'on veut
avant d'aller payer. Mais ça, il faut vraiment mettre aussi un cadre, je pense. Et voilà. Parce que la majorité des cas, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Exactement, de une. Et puis aussi la contrainte financière. C'est-à-dire que moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'avais pas besoin de travailler, notamment parce que ma famille, plutôt, ça va. Ça va, ils sont à l'aise, quoi. Ils sont à l'aise, donc ils peuvent supporter le fait qu'il y ait un ou deux enfants un peu dissidents. Ma mère n'a pas besoin de ses enfants pour payer son loyer ou vraiment l'arranger financièrement. Ok. Tu vois. Et ça, c'est pas le cas de beaucoup de familles. De beaucoup de familles, oui. Qui poussent les enfants à travailler vite par souci de il n'y a pas les moyens. Oui, il n'y a pas les moyens en fait de les garder. Tu vois, de les garder dans ce cocon familial, ça coûte très cher. Tu vois, de garder un enfant dans son cocon familial jusqu'à 25, 26, 28 ans. Ça coûte très cher. Ouais. Tu vois. Et ok, donc après, du coup, tu arrives où? À la Sorbonne, c'est ça? J'arrive à la Sorbonne. Mais du coup, c'est l'admission que tu avais un an plus tôt? Ouais, qui a été gardée. Qui a été gardée. Ouais. Okay. J'avais quand même payé mon année. Ah oui, ok. Tu vois, j'avais quand même payé mon année. Je fais, et là. Et c'est quoi l'économie? Tu choisis d'aller Non, les lettres. Sciences de l'info, ok. La science de l'information. Ok. Et là, ça devient très dur. Là, je fais une année, en plus, je crois qu'il y a le Covid qui arrive à ce moment-là. Ok, ouais, 2020 encore. Ouais, très dur. Très, très dur. J'arrive pas à suivre. J'ai jamais particulièrement travaillé à l'école. Là, pour la première fois, mes connaissances propres ne me suffisent plus. Ah, il fallait plutôt. C'est-à-dire que là, il faut travailler. Charbonner, quoi. Ouais, là, il faut charbonner. Et puis, j'avais cette impression que j'étais un peu enfermé, tu vois. Ok. J'étais Ça, c'était quoi? Du coup, c'était des cours à distance? C'était cours à distance. Ok. Et puis tu sais, quand tu as passé un an, voire toute ma vie, parce que j'avais fait à voyager et faire autre chose, là, se retrouver un an à pas voyager, quasiment, c'était atroce. C'était atroce. Qu'est-ce que je fais? Je me mets à faire des petits projets à droite, à gauche avec des potes. J'essaye tant bien que mal de colmater la plaie de la fac, évidemment, c'est très dur. Mais bon, ça se fait au final, à la fin. T'as quoi? T'as ta licence? Voilà, je finis. Okay. Et que se passe-t-il? Bon, je demandais à une prof à moi qui est très gentille pour une admission parallèle à HEC. Okay. Sur base de mon CV en fait. Okay. Parce que j'avais évidemment entre-temps, et ça je ne l'ai pas dit, mais entre-temps, je travaillais pour Nike en tant que liaison entre Paris, le bureau de Paris et le bureau de Portland, notamment pour les questions de jeunesse en fait. Je faisais des rapports, okay. Des rapports de jeunesse, notamment pour les équipes de Portland. Pour lesquels je facturais, donc c'était avec Nike et Converse, Nike venant de racheter Converse. Et donc, du coup, par rapport à ça, donc, sur mon CV, j'ai quand même un CV assez fourni et des expériences assez intéressantes qui peuvent attirer l'œil. Fait assez intéressant, je parlais anglais, TOEIC et TOEFL, que je réussis à passer plutôt facilement en réalité. Et c'est toujours pour revenir sur ça, c'est ça qui fait les petites différences. C'est toujours le background que tu as, la base, l'environnement dans lequel tu grandis. Voilà. C'est pour ça que c'est les petites choses qui font la différence, c'est pas franchement les grandes choses. C'est pour ça que je ne m'attarde pas vraiment sur les études, parce que c'est pas ça en fait qui structure une vie. C'est plutôt la culture à laquelle tu as accès depuis tout petit en fait, qui permet de… Voilà. Ouais. Pour moi, évidemment que les études, ça marque juste en fait des espèces de tournants, mais c'est pas ça qui définit ce que tu es aujourd'hui. Exactement. Okay, ouais. Pour moi, c'est les petites choses. C'est le fait en fait d'être un habitué des musées, d'être un habitué de ceci, d'être un habitué des voyages, d'être un habitué en fait, du coup, de rencontrer plein de gens que tu connais pas. Tu as des gens qui n'y arrivent pas. Tu vois, moi, mon chef marketing, il y arrive pas. Tu vois, il sait pas aller à la rencontre des gens. C'est très compliqué pour lui. Mais par contre, il sait extrêmement bien bosser. Ouais. Il sait très très bien bosser. C'est le meilleur travailleur que j'ai jamais vu. Tu vois. Il trouve un projet en une nuit, il s'en fiche, tu vois. Ouais, mais c'est tout ça, tout ça dépend vraiment de comment tu as grandi, tu vois. Les personnes auxquelles tu avais accès, exactement. Le milieu dans lequel tu étais. Et ça aussi, c'est conditionné parce que, et ça je pense que c'est une grosse force pour nos diasporas, c'est que nos parents sont des immigrants. Être immigrant, en fait, c'est arriver dans un endroit où tu connais personne et où tu es obligé de parler à tout le monde. Ok. Tu vois, et c'est ça qui devrait… Et c'est là où je trouve assez paradoxal. Qu'on ne capitalise pas sur ça. Ouais, c'est assez bizarre qu'on ne soit du coup pas, qu'on n'ait pas cet esprit pionnier. Ok. Tu vois, cet esprit pionnier d'entreprendre dans des endroits où personne n'entreprend. Ça devrait en fait conditionner, au contraire, être ce qui fait notre force. Est-ce que tu ne penses pas plutôt en fait que quand
la plupart viennent d'Afrique ou en tout cas du continent africain, c'est plutôt ils veulent juste survivre en fait. Ouais. Ils veulent juste survivre, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans un environnement où peut-être parfois tu n'as pas accès au très grand boulot. Et je pense que j'ai l'impression que le premier truc vital, c'est survivre, gagner de l'argent, s'occuper de mes enfants. Ça, ouais. Et je crois que c'est peut-être ça aussi alors, il y a ça, mais moi, je te parle surtout pour les diasporas, notamment de seconde génération. C'est-à-dire, ok, des gens qui sont nés après. Et donc, évidemment, pour les parents, ils font de leur mieux. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant, mais ils font de leur mieux. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant, mais ils font de leur mieux. Et c'est ça le plus important au final. Mais pour les secondes générations, je trouve qu'ils n'ont pas avoir assez... avoir ce lien d'un parent qui est pionnier au final, tu vois, généralement, c'est le premier de sa famille. À venir dans un endroit où il ne connaît ni bien la langue, ni les us, ni les usages, ni les coutumes, ni en fait toutes les habitudes et habitus. Ça devrait au contraire faire de l'enfant en fait un pionnier. Moi, ce que je remarque, c'est que moi j'ai l'impression qu'il n'a pas eu vraiment une très grande transmission. Ouais. C'est-à-dire que des personnes qui sont nées d'une seconde génération, j'ai comme l'impression en fait que ils se sont peut-être dit, je suis né en France, je suis français, et bon. Et basta. Et basta, voilà. Ouais. Alors que, et donc ce qui fait qu'ils connaissent pas très bien l'Afrique. Ils connaissent ni bien l'Afrique, ni bien l'Europe. Au final, moi, je me rends compte, tu vois, que pour beaucoup, et ça, après, voilà, ça c'est ce que je dis quand je dis que les parents font de leur mieux, mais pas assez, mais qu'ils font de leur mieux. C'est que, par exemple, pour beaucoup de jeunes des autres diasporas, évidemment, après, on peut dire blanc si on veut, c'est un autre débat. En tout cas, des Européens natifs, eux, dès tout petits, on leur apprend à voyager dans des endroits où personne ne voyage. C'est-à-dire qu'on va leur apprendre à voyager en Asie, voyager en Europe de l'Est. Découvrir le monde. Juste découvrir le monde. Même en France, beaucoup, tu leur parles de est-ce que tu es allé au bassin d'Arcachon. Beaucoup ne connaissent même pas la France. Tu vois, ils connaissent Paris, le Sud, donc Saint-Tropez, etc. Donc quand ils accèdent à un niveau économique suffisant. Mais tout ce qui va être bassin d'Arcachon, aller en montagne, tu sais, des us et coutumes en fait d'ici auxquels ils pourraient s'imprégner, au final assez peu, tu vois. Ouais. Au final, tu vas demander, oui, bah, c'est à l'âge d'homme que la plupart vont commencer à voyager. Or, le problème, c'est que tout se structure dans la tête quand tu es petit, notamment l'esprit pionnier, l'esprit de voyage, d'entreprise. Aller de l'avant, regarder le futur, tout ça, ça se structure quand tu es jeune en réalité. Le parent va donner une transmission pour laisser aller l'enfant vers aussi l'inconnu. Moi, je sais que j'ai beaucoup voyagé, c'est ce qui conditionne en fait un peu ce que tu es aujourd'hui, ce que je suis. Tu vois. Et donc, si on reprend, du coup, tu arrives à HEC? Je fais une admission parallèle, j'arrive à HEC, je ne m'y sens pas du tout bien. Déjà parce que c'est loin de chez moi, donc je peux pas me faire beaucoup de potes parce que j'habite pas sur le campus. Ok, tu restes sur Paris? Je reste sur Paris parce qu'à ce moment-là, moi j'avais pris un appart. Que je payais pas cher, mais que je venais de prendre et que je voulais pas laisser surtout, qui était une excellente opportunité et que je savais que c'est une occasion que je pouvais pas laisser. Mais je me fais pas beaucoup de potes, je vais pas beaucoup en cours pour pas te mentir. Et donc j'ai pas le truc. En revanche, il n'y a qu'un seul truc qui m'a vraiment fait grandir, c'est qu'à ce moment-là, je lance Lit Plus, un peu avant. Donc, en même temps, quand tu étais à l'école? Un peu avant, c'était vers ma fin de licence, donc je lance Lit Plus, qui n'était même pas une idée de ce moment-là, mais qui était une idée de bien avant. En gros, si tu peux nous expliquer, c'est quoi le projet Lit Plus? Lit Plus, c'est une application software d'autopartage de voitures entre particuliers, designé et fait pour l'Afrique de l'Est. Ok. Est-ce que quand tu dis autopartage, c'est-à-dire c'est de la location ou c'est plutôt du taxi? Alors non, c'est du croisé entre un Uber et un Airbnb. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui donne sa voiture à quelqu'un d'autre pour un temps déterminé. La différence qu'on a, nous, c'est que grâce à une application, on peut faire en fait sur des taux horaires extrêmement courts. Ça peut être d'1 heure, de 2, de 3. Et surtout sur des localisations extrêmement proches, puisqu'on utilise des technologies GPS. Moi, tu vois, je bosse au Rwanda, notamment à Kigali. Au final, businessment parlant, c'est des gens très froids, tu vois. C'est pas des gens qui respirent la chaleur, dans le sens où ils sont très sérieux, c'est des gens sérieux.
parce qu'en fait, l'anglais, voilà, donne en fait cet esprit extrêmement. Mais du coup, après le Rwanda, historiquement, ils parlent français? Ouais, ils parlent français, mais ils ont fait un changement. Ils ont fait un switch vers vers le Commonwealth, en fait, pas vers le Commonwealth. Pour eux, en fait, c'était une manière d'être un peu sur les deux mondes, tu vois, à la croisée des deux mondes. Pourquoi le Rwanda? Alors, c'est parce que déjà, c'est un pays pionnier, tu vois, c'est un pays pionnier, les gens aiment inventer des choses, tu vois, et aiment, en fait, s'engager sur des terrains un peu complexes, c'est-à-dire que, et surtout, il y a une main-d'œuvre extrêmement cultivée. T'as Carnegie Mellon qui est installé là-bas depuis des années, l'université du Rwanda aussi qui est extrêmement regardée et scrutée. T'as beaucoup d'innovation, voilà, c'est un haut lieu d'innovation, les gens aiment beaucoup l'innovation. Et ça, tu t'en rends compte depuis Ouais, voilà, moi c'est depuis Paris que je me rends compte, mais c'est que t'as évidemment les indicateurs économiques, mais après d'autres indicateurs beaucoup plus flous que les gens regardent pas forcément. Moi, je regardais par exemple sur Insta, moi je passais mes journées à scroller les stories des gens. Je mettais Kigali. Tu vois. Ouais, et je passais mes journées à scroller les stories. Et tu te rends compte qu'en fait, tu as beaucoup de bâtiments qui poussent. Les stories, notamment, moi je regardais notamment marketingment parlant. En un an, j'ai vu comment les stories étaient passées de très très moches. Je voyais que les gens faisaient des stories de plus en plus belles, tu vois, et de plus en plus stylées, et que aussi le profil des gens évoluait. C'est-à-dire que si avant, tu avais beaucoup d'Africains, donc des Kenyans essentiellement, des Camerounais pour beaucoup, moi je suis Camerounais, tu commençais à avoir des Coréens dans les stories, tu vois. Tiens, tu commençais à avoir beaucoup plus de diaspora américaine qui revenait habiter au Rwanda et investir à Kigali, notamment après le film Black Panther. Ah oui, évidemment, Wakanda, Rwanda, tu vois, c'est très proche, c'est très, tu vois, voilà, la consonance est extrêmement proche, et donc voilà, t'avais beaucoup d'Américains qui se revendiquaient en fait de cette idée, petit pays que personne connaît, extrêmement développé technologiquement. Ça correspondait assez bien en fait à l'idée du Rwanda. Et puis il y a aussi une chose que les gens regardent pas et qui est pourtant essentielle quand tu regardes un pays. Le Rwanda, moi, ce qui m'a intéressé, c'était que c'était au final un très bon film américain. C'est une success story. Et ça, c'est un truc beaucoup plus pertinent. C'est-à-dire, tu as vu un peu là où ils étaient. Exactement. Ils ont traversé le génocide, etc. Ils ont eu beaucoup de choses, et au final, aujourd'hui, il y a une grosse transformation. Exactement. En fait. C'est comme un film qui finit bien. Exactement, c'est un film qui finit bien. Tout le monde a envie de participer à un film qui finit bien. Tu vois, personne n'a envie de participer à un film qui, c'est bien, et là c'est moins bien, et là c'est finalement, voilà. Les gens, ils veulent participer à une success story. C'est ce qui fait que d'ailleurs les gens se précipitent là-bas, tu vois, et veulent avoir leur part du miracle rwandais. C'est parce que c'est une success story. Comme on kiffe les films en fait, tu vois. Et je pense que ça m'a attiré aussi. Donc du coup voilà, en même temps donc, je développe. En même temps, tu étais HEC, je développais, donc voilà, tu comprends bien que c'est assez compliqué, c'est assez flou, c'est pas forcément possible pour moi d'être concentré sur les cours, donc je reste que quelques mois hein, et après je zappe. Quand tu zappes, c'est quoi? T'arrêtes? Je n'y allais même plus. C'est-à-dire que je n'avais plus aucun intérêt. Mon intérêt en fait c'était arrêté net. Et j'avais en fait d'autres objectifs bien précis. Et puis, c'est ça aussi que je dis aux jeunes, c'est les études, tu peux toujours les reprendre. C'est pas grave d'arrêter un peu. Du coup, t'allais plus trop en cours. Ouais, non. Focus ta boîte que tu voulais fonder. Et à ce moment-là, est-ce que ta mère était au courant? Ma mère, elle était déjà un peu au courant, ouais. Et comment elle a pris pour la nouvelle, mais tranquille, quoi? Tranquillou. Franchement, elle me dit, si tu le sens bien, ça veut dire que il y a un truc à faire. C'est une dame de flair, tu vois. C'est une dame de flair, ça veut dire que quand il y a du flair, elle a beaucoup de flair pour elle, elle a beaucoup d'intuition. Et tu sais, elle sent vite quand un truc peut prendre ou pas prendre, tu vois. Mais du coup, HEC Start Africa, c'était à quel moment? À ce moment-là, je allais déjà plus, mais je vois ça parce que ça passe sur le truc LinkedIn. Je contacte le président du programme. J'envoie mon dossier, etc. Ceci, cela. Ça se passe plutôt bien. Je suis direct pris. Et tu peux rappeler peut-être le projet? Alors, HEC Start Africa, c'est un concours en fait de pitch devant un jury. Initié par HEC. Pour les entrepreneurs uniquement qui entreprennent
qui entreprennent en Afrique. Ok. Tu vois, qui entreprennent en Afrique. Mais ça va évidemment, comme on est en France, à se concentrer sur là où il y a les diasporas françaises. Donc évidemment, Voilà, tout ce qui Côte est d'Ivoire, Cameroun, Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest, Sénégal, quoi. Afrique de l'Ouest, de manière, et Maghreb. Ok. Donc Et ça l'Afrique centrale, non? Non. Ok. Ou un peu, mais ça va être juste... Cameroun, quoi. ça va être un peu Cameroun. Là, il n'y avait pas du tout de Congo, ou j'ai pas vu en tout cas. Ok. Mais ça va être en fait là où se concentre la majorité des étudiants à HEC qui viennent d'Afrique. Ok. Tu vois, donc ce qui est normal en fait. Et c'est là où j'ai remarqué je pense à ce moment-là, j'ai remarqué aussi un des gros problèmes, moi je pense qui m'a un peu ébranlé. C'était au final notre faiblesse à aller sur tout le continent africain et à voir le continent africain comme une globalité de 54 pays. Ok. Et de ne pas le voir en fait comme 10 pays francophones. Tu vois, et même pour des diasporas qui généralement peuvent parler anglais. Tu vois. Moi, j'ai pas compris. Voilà, c'est vraiment là où j'ai remarqué ce truc où on n'a pas cet esprit pionnier. On ne va que là où on connaît déjà, où là on est déjà rassuré et on ne sait pas, voilà, que ça peut marcher, où on connaît déjà les gens, alors que moi je pense aussi c'est ce qui va faire la force de l'entrepreneur africain, c'est de profiter à fond et à 100% en fait de tout un continent. Ok. Tu vois, de profiter un maximum. Les Américains, quand ils viennent en Afrique, ils ne vont pas uniquement en Afrique de l'Ouest, ils vont partout en Afrique, du port de Mombasa jusqu'au marché de Dakar, tu vois. Ouais, je vois. Après, je pense que le problème de l'Afrique déjà, bon après je crois qu'il y a aussi, on n'a pas trop la notion de prise de risque. C'est-à-dire quand on ne connaît pas déjà, on a du mal à y aller, je crois il y a ça. Ouais. Tu vas voir qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en Côte d'Ivoire par exemple. Oui, ouais. C'est vraiment là où tout le monde va. Et je pense aussi que c'est qu'en cas de pays africain, en fait on ne connaît pas l'Afrique. Non, en tant qu'Africain, on ne connaît pas l'Afrique. Et le problème que je vois surtout moi, c'est qu'on n'a pas cette culture de voyager. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que les billets sont chers. Hein. Non, c'est ça. Si, imagine par exemple, tu veux simplement quitter l'Afrique de l'Ouest ou aller en Afrique australe ou en Afrique du Sud, je sais pas où, c'est cher. Ouais, la mobilité est très très réduite. Et donc, on n'a pas cette culture d'aller voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Bon, peut-être avec la génération qui arrive, ça va peut-être changer. Je pense que ça a changé, oui. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on ne va pas, et même pour les diasporas qui sont ici, ça coûte cher, ouais. Ils vont en Afrique de l'Ouest. Ouais. Ouais. Et c'est un cas unique comme toi qui va vraiment au Rwanda, en Afrique de l'Est, voilà. Ouais. Et ouais, donc du coup. Moi, par rapport à ça, ça m'a fait donner quand même des conclusions qui m'ont déplu. Et c'est ça en fait que où je me suis dit, la réalité, c'est qu'on a 54 pays, 54 économies. Et on se concentre sur en fait les endroits qui ne sont pas forcément les plus optimales. Okay. Tu vois, c'est-à-dire que si tu fais du tourisme, par exemple, si tu veux faire du tourisme, oui, tu peux le faire en Côte d'Ivoire, c'est pas un problème. Mais s'il y a bien un pays du tourisme, c'est la Tanzanie. Tu vois. Donc en fait, après, aller là où les choses sont les plus fortes pour avoir un maximum de rendement. Ok. Mais ça implique quoi? Ça implique d'avoir une vision pionnière de son propre environnement. Okay. Moi, je suis camerounais, ma famille est camerounaise, ma mère vient de Douala. Mais c'est pas pour autant que je suis allé au Cameroun. Pourquoi? Parce que c'est juste pas le bon terreau d'investissement. Et tous les terreaux ne sont pas des bons terreaux d'investissement. Okay. J'ai investi dans le software, je fais du software, et évidemment, je me dirige à aller vers du hardware. Ben, il me faut des économies, des lieux d'investissement qui s'y prêtent. Et réfléchir uniquement, je pense, avec l'idée de, je sais pas, un peu naïve des affaires, donc d'en faire une affaire de cœur. C'est-à-dire on est trop dans les émotions. Voilà, c'est que on veut forcément aller là dans où les parents, machin. Okay. En fait, si c'est pas le bon lieu, c'est pas le bon lieu. Tu vois. Et moi, comme je dis toujours à mes équipes, ben, en fait, le monde de la tech, c'est pas un jamboree. On n'est pas là-bas pour. En fait, on n'est pas venu faire un séjour touristique. On est là, c'est pour gagner, driver des choses, avoir en fait une vision et une direction supérieure à chaque fois. Je suis pas là pour faire une dédicace au Cameroun à chaque fois que je fais une interview. Je m'en fiche. Tu vois, les gens après t'expliquent l'exemple d'Aliko Dangote qui a investi pendant 10 ans dans le pétrole. Oui, enfin, Aliko Dangote est milliardaire. Je suis pas sûr que nous, on puisse se permettre de perdre des milliards chaque année.
On en a pas d'ailleurs. Déjà, voilà. Et le pire pour une boîte, c'est de perdre de l'argent à chaque année, d'avoir des problèmes d'arnaque, de corruption, etc. etc. Si le pays ne se prête pas à ça, va ailleurs. Il y a 54 pays. Tu vois, il n'y en a pas 10. Donc voilà, moi, c'est un peu aussi cette vision d'être beaucoup plus pionnier. C'est un peu horrible à chaque fois d'aller que là où les gens réussissent. Voilà, parce qu'en fait, on arrive toujours en dernière position. Pourquoi? Parce que les diasporas africaines s'intéressent à l'Afrique depuis que les Libanais, les Chinois, les Indiens, les Canadiens les Français et les Russes y sont. Donc maintenant, on s'y intéresse. Mais en fait, à chaque fois, on vient et on est perdant. Pourquoi? Par rapport aux autres, bien sûr, on n'est pas les premiers. Tu vois? Il n'y a que des miettes. Il nous reste, exactement, s'il en reste. On récupère les miettes. Et on n'est pas aussi dans ce que j'appelle, je disais ça, j'avais ce débat avec une amie, on n'est pas dans les industries critiques. C'est-à-dire les industries où on ne peut pas te virer. Ok. C'est quoi? Tu as des exemples? Pour moi, ce serait les hautes technologies, de manière générale. Évidemment, les technologies du futur, donc le spatial, tout ce qui est les biosciences, tout ce qui est évidemment dans le tourisme de luxe. Voilà. Donc en fait, c'est ce manque. En fait, on n'est pas tourné vers la nouvelle économie, tu vois, de manière générale, où on se tourne vers les choses quand même un peu simples, mais où tu peux être rapidement évincé. Mais est-ce que aussi c'est pas parce que nos populations aussi ont encore des besoins assez primaires? Je pense qu'il y a de ça, oui. Donc, on se concentre plutôt sur ce qui va répondre à leurs besoins plutôt que de penser… Alors oui, mais pour moi, ça devrait être les entrepreneurs locaux qui devraient faire ça. Et non les diasporas qui ont beaucoup plus de pouvoir d'achat, de pouvoir de lever des masses en fait. Quand tu es en Europe et que tu as des banques européennes, des fonds d'investissement européens, notamment comme des fonds d'investissement comme Partech, en fait tu peux lever des masses. Tu vois, tu peux lever des masses et des masses. Donc tout ça, tous ces besoins primaires, c'est aux entrepreneurs locaux, c'est à eux qu'on doit laisser la place. C'est eux qui doivent aller vers les banques locales. Et voilà, Sauf que c'est très difficile d'avoir des… C'est ça. Mais tout commence et finit en fait par la bonne gouvernance de manière générale, par un bon environnement économique. Tout commence par là et tout finit par là au final. Mais en tout cas, nous, en tant que diaspora, je pense que c'est le pouvoir d'achat qui peut être… On a un pouvoir, en fait, on a un pouvoir à aller vers le futur. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, à chaque fois, on est toujours en retard. Par rapport aux autres continents. On est toujours en retard. Pendant que nous, on se concentre sur les besoins primaires, en Europe, tu as un fonds à 500 milliards pour le spatial. Tu vois? Je vois vers là où tu veux. Et on prend du retard continuellement et graduellement. Et c'est pour ça que je te disais au début, à la table ou au menu au final. Si c'est pas maintenant qu'on réussit à faire certaines choses, à dépasser certaines étapes, notamment du primaire, en fait, on y arrivera dans 20-30 ans et on prendra encore du retard et encore du retard par rapport aux autres. On est où en intelligence artificielle? Tu vois? Pendant que les autres pays s'arment et régulent ce monde-là, nous, ça va être une jungle, tu vois? On en est où par rapport aux hautes technologies militaires? C'est aussi des instruments de souveraineté. Et pendant que les autres pays, pendant que les autres continents, vraiment développent leurs économies et leurs systèmes par rapport à ça, et si nous, on est tout le temps dans le primaire, je vois. Tu vois un peu comment on prend du retard au fur et à mesure, et ça prend 10, 15, 20 ans, parce qu'en fait, il faut d'abord le réguler, puis il faut des entrepreneurs locaux pour le faire, puis ensuite, il faut l'appliquer sur le marché. Et donc voilà, comment tu prends du retard. Et à chaque fois, on est en mode, l'Afrique, c'est le futur. Non, mais en fait, l'Afrique, ça devrait être maintenant. Tu vois, ça devrait pas être dans 10, 15, 20 ans. Tu vois, ça devrait pas être uniquement le futur. En fait, on devrait le ressentir. Évidemment, on le ressent un peu, mais encore de manière… plus… Ouais, trop peu significative en tout cas. Donc, le rôle de nos diasporas, c'est d'apporter de l'argent et des connaissances, j'ai envie de dire. Parce que les entrepreneurs locaux peuvent très bien se tailler la part du lion. Et là où c'est intéressant ce que tu dis, par exemple, c'est que vu que par exemple, les locaux ont du mal à avoir de l'investissement, enfin de l'emprunt chez les banques, là où la diaspora peut apporter surtout, c'est tout ce qui va être fonds d'investissement. Voilà, c'est créer des fonds d'investissement. C'est créer en fait ce que eux ne peuvent indirectement pas créer. Moi, j'ai l'exemple rwandais
notamment après le génocide. Donc, tu as une société qui s'appelle Crystal Venture au Rwanda. Ok. C'est quoi, VC? C'est un VC et qui contrôle beaucoup de boîtes. En fait, c'est quelque chose qui a été mis en place par les diasporas rwandaises, notamment fuyant, que ce soit en Europe, vers l'Ouganda, mais aussi vers d'autres pays de la région, ou beaucoup aux États-Unis et au Canada. Ils ont mis Crystal Venture, où ils ont investi, qui a été un fonds d'investissement qui a énormément aidé au redressement du pays. Okay. En Asie, tu as ce qu'on appelle les chaebols, donc les 5 entreprises les plus puissantes, notamment en Corée, qui sont les entreprises qui drivent l'économie, tu vois. Mais elles ont été créées dans un cadre où on a investi tout l'argent dans ces champions nationaux. Notre prochain défi, c'est que l'Afrique s'exporte, que les entreprises africaines, et là je parle bien des 54 pays, réussissent à s'exporter à travers le monde, évidemment en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Chine, etc., pour en fait rééquilibrer les balances commerciales surtout. Tu le vois à chaque fois, on fait énormément d'importations, mais très peu d'exportations. Ouais. Tu vois, tout ça, c'est dans ces 10 ans-là qu'il faut le faire. Mais en fait, après, ce qui est intéressant aussi, c'est que aujourd'hui, tu as des événements comme Back to Africa, pas mal d'événements qui essaient de reconnecter la diaspora à l'Afrique. Mais je trouve qu'en fait, ce qui a souvent été brisé, c'est que je trouve que la diaspora africaine en France, elle était déconnectée des réalités locales. Ouais. C'est-à-dire que ça revient un peu à ce que je disais au début. C'est-à-dire qu'on se concentre que sur le marché français. Quand on veut lancer un business, on le lance juste en France. Et on ne pense pas vraiment à l'Afrique. Mais ce qu'on a oublié, c'est que tant que l'Afrique n'aura pas du pouvoir, on ne sera pas respecté. Ouais. Et ça revient un peu à toutes les diasporas. Alors ouais, ça c'est pour toutes les diasporas. La Chine est respectée aujourd'hui parce que les Chinois sont respectés un peu dans le monde. Parce qu'ils ont accédé à la seconde puissance économique mondiale. Voilà, la Chine, l'Inde aujourd'hui, c'est parce que l'Inde fait vraiment des choses. Exactement. Et donc, moi je trouve ça souvent parfois dommage de tomber sur des Français d'origine africaine et de voir que ça ne s'intéresse pas tant à l'Afrique. Tu vois. Moi, pour le coup, c'est pas. Je reproche personne. Oui, tu reproches rien. Oui, c'est pas un reproche forcément, mais. Je reproche rien, mais c'est dommage. C'est dommage, et c'est surtout que, comme je le dis toujours, l'Afrique, c'est elle qui envoie les ondes qu'un noir a sur le monde. C'est-à-dire que où que tu ailles dans le monde, quand ils vont voir ta peau noire, ils vont dire africain. Oui. Peu importe que tu sois très français, moins français, de diaspora, seconde génération ou même de troisième, peu importe. Le jour où tu as la peau noire, tu vas être identifié comme africain. Oui. Notre salut global, évidemment, des Noirs passe par l'Afrique. Voilà. Quoi qu'il arrive, notre salut. C'est-à-dire que tu sois aux États-Unis, au Canada, en Norvège, en France, en Chine, où que ce soit, c'est l'Afrique qui donne une impulsion de l'intérêt qu'on va te donner dans le monde. Tout simplement. Parce que les gens auront directement cette vision de toi comme africain. Ouais. Et que tu le veuilles ou non. Tu pourras beau accrocher un drapeau français derrière toi pour dire attendez, je suis français. Ça ne va pas changer grand-chose. Pour eux, tu es africain. Point. C'est-à-dire que tu as un parent d'ascendance africaine. Et oui, effectivement, tu as ces événements Back to Africa qui essayent de reconnecter aux diasporas. Mais effectivement, c'est qu'il y a, moi je trouve dans ces trucs, il y a une espèce… Ça dit, on parle trop pour peu d'action, c'est ce que tu veux dire? Voilà, c'est un truc pour trop… C'est beaucoup de parlotte pour au final… des choses que tu peux faire sur LinkedIn, quoi, tu vois, genre… au final… Mais après, moi je pense que là où c'est quand même pas mal, c'est que pour ceux qui n'avaient pas conscience quand même qu'il y avait un marché à aller gratter, enfin pas forcément gratter, mais… Non, c'est un début, c'est un très bon début. Voilà, mais il faudrait mener un peu plus d'action, c'est ce que tu veux dire. Mais voilà, c'est que je pense que les temps des parlottes est fini. C'est-à-dire que si je veux regarder un entrepreneur ou un afropreneur, comme on dit maintenant, qui parle d'Afrique, j'ai juste à aller sur YouTube. Hein. J'ai pas particulièrement besoin de prendre un billet à 400 €. Bon, après, faut pas. Je sais pas c'est combien. Faut pas cracher. Je dis pas que c'est pas. C'est pas important, ouais. Évidemment que, et encore une fois, ça ne s'adresse qu'à moi. Oui, c'est toi, ta vision, ça reste ta vision, ta manière de voir les choses. C'est ma vision personnelle parce que aussi, vu du mon background, etc., ça fait qu'il y a des choses dont je peux, je pense, être dispensé. Tu vois, j'ai de l'argent pour voyager en Afrique si je le veux. J'ai une famille qui me soutient, donc évidemment, c'est très très différent, quoi. Donc si je veux vraiment voyager en Afrique, je prends un billet d'avion. Mais il y a des jeunes qui ont 20 ans, qui aimeraient bien faire quelque chose en Afrique, mais qui n'ont pas ces moyens-là. Mais je pense qu'en fait, oui, maintenant, il va
il va être temps d'être dans des industries, en tout cas pour moi, beaucoup plus critiques. Pour vraiment avoir, un pouvoir d'action, c'est être dans les industries critiques et avoir surtout une ambition beaucoup plus démesurée. Si pour moi, quelqu'un se lance dans l'hôtellerie, il doit vouloir être le groupe Accor. Tu vois. Ok. Ouais. Sinon, en fait, il peut laisser ça au marché local. En fait, un local va s'en occuper. Ou juste, il peut investir dans un entrepreneur local s'il a une petite vision. En gros, voir en grand. Voilà, il faut voir en grand. Okay. Faut voir en grand. Pour moi, c'est quand tu arrives, c'est voir en grand. Et je pense que c'est aussi une des choses qui m'a séduit dans la vision rwandaise. C'est qu'ils ont une vision extrêmement grande. C'est-à-dire, ouais, ok. Tu vois, une vision extrêmement grande, parce que c'est un petit pays enclavé et qu'ils sont obligés de rêver grand s'ils veulent conquérir. Tu vois, ils sont obligés de rêver grand. C'est une obligation. Pour moi, c'est la même chose que Singapour. Tu vois. Ouais. Singapour, c'est démesuré, les gens rêvent grand. Alors plutôt qu'ils sont très petits. Et parce que c'est un pays très petit, au final très enclavé, tu vois. Et je pense que voilà, c'est aussi une des choses qui m'a séduit dans l'Afrique de l'Est, parce qu'en fait, c'est le Commonwealth, donc c'est les gens qui parlent anglais, donc voilà, ils ont un état d'esprit où ils voient les choses très grand. Ce qui est moins le cas forcément. Moins le cas chez les francophones. Chez les francophones. Et à certaines mesures, hein, c'est pas évidemment tout, mais à certaines mesures. Et ouais, du coup, en gros, comment ça se passe finalement? Donc, HEC Start Africa, tu le fais? Je le fais, on perd royalement. Ok. Ok. Pour aussi différentes raisons, c'est que c'est le jury était trop focus, il connaissait pas trop l'Afrique de l'Est. Okay. Mon projet était intéressant, mais voilà, on est parti un peu dans un esprit ça passe ou ça casse. Donc nous, on a mis, plutôt que de faire le chemin classique, donc on met un pitch deck qu'on affiche au tableau et on parle par rapport à ce pitch deck-là. Nous, on s'est dit, une image vaut mieux que 1000 mots. C'est vraiment des choses, ça passe ou ça casse. On a mis la vidéo du téléphone Lit Plus qui tourne avec l'application et on a commencé à faire notre pitch comme ça, tu vois. Donc évidemment, elle a fait un standing ovation, c'est super, mais le jury n'était pas le bon jury, juste. Donc c'est pas très grave. On reprend, nous on a d'autres choses, qui sont sur le feu. On a un entretien assez intéressant avec Teddy Pellerin, le fondateur de Itch. Je crois que j'ai même vu ça passer. Ouais. C'est quoi, c'est un entretien ou c'est plutôt un truc à distance? C'était à distance, mais voilà, c'était une heure j'avais l'impression d'être dans une espèce de radio libre où en fait on parlait de notre expérience. Il fallait pitcher du projet? Non, du tout. Ah, c'était du partage d'expérience entre lui et nos équipes, où il nous donnait voilà, ses clés de réussite, où voilà, il avait un peu, où il écoutait notre projet, il nous donnait voilà, des tips en fait, parce que lui, il travaille beaucoup en Afrique, notamment au Maghreb, donc je crois au Maroc, si je me souviens bien. Mais évidemment, il est aussi en Côte d'Ivoire, et voilà, donc il nous donnait des clés de réussite. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe comme autre événement? Évidemment, on a quoi d'autre? Je nomme à Kigali Joseph Dushimimana, qui lui, je le recrute. Il est rwandais, c'est ça? C'est un Rwandais, je le recrute au poste de key account, ce qui en fait renforce notre position et ce qui nous, lui, ayant une bonne connaissance non seulement du Rwanda, mais aussi du Kenya, de l'Ouganda, du Burundi, voilà, et il a voilà, cette vision très Afrique de l'Est en fait. Donc je le recrute à un poste clé. Je renforce mon équipe. Et surtout, voilà, on est toujours la construction de l'appli. On sort des campagnes marketing, notamment nous, on utilise beaucoup de la 3D pour nos campagnes marketing. Voilà, on s'est mis un peu dans ce mood-là. Pour en fait donner en fait aussi un marketing neuf, tu vois, un marketing dont les gens ont envie. Et tu le vois bien sur notre page Insta, sur notre site internet, mais aussi sur l'application que je t'ai montré. Voilà, on a un regard neuf, tu vois. Il y a aussi ce truc où les Rwandais détestent les produits mal faits. Ok. Ils sont exigeants, ils veulent de la qualité. Très exigeants, ils veulent de la qualité. Ils sont très très exigeants pour le coup. Et c'est un peu ce que je t'expliquais avec l'Instagram, c'est que très vite, ils augmentent le niveau. Tu vois, marketingment parlant, il n'y a pas mieux comme marque que Visit Rwanda. J'ai jamais vu un pays qui a fait une aussi belle... C'est vrai que t'as ça sur le maillot, je crois, du PSG. PSG, Arsenal, Bayern, voilà. Tu vois. Et même si tu connais pas le Rwanda, si tu suis un match de foot, tu vois Visit Rwanda. T'entends Visit Rwanda, ça parle à n'importe qui.
tu vois. Ça parle à n'importe qui, c'est la meilleure. Et tu penses que ça a eu vraiment un impact sur le tourisme au Rwanda? Ouais. Ils sont passés de 500 millions à 1,4 million cette année. 1,4 500 000 à 1,4 millions. 500 000 touristes à 1,4 million. C'est pas mal. Pour un pays de 13 millions. Ah ouais, quand même. Tu vois. Ok. Donc, c'est une grosse économie et qui sait. Voilà, ils ont une capacité de transformation assez intense. D'où le fait que je te disais, les gratte-ciel poussent vite, les affaires se développent très vite. Ils perdent peu de temps, tu vois. Ils n'aiment pas beaucoup perdre du temps, ça les intéresse pas de perdre du temps. Ils sont peu dans le blabla, ils sont dans l'action. Donc, quand tu parles à un avocat, ça va être OK, on le fait maintenant. Tu vois, il attend pas, tu vois. Et c'est des gens comme tout est sécurisé, comme tout est. Il y a un espèce de chemin, tu vois. C'est pas un chemin de croix. Ok. Et là, du coup, maintenant, tu es basé là-bas? Ouais. Ok. Nous, on travaille. Ce qui est bien, c'est que comme ils parlent anglais, bah, c'est facile de faire interagir les équipes. Ok. Notamment même les équipes design. Tu vois, par exemple, là, je bosse avec des équipes aussi coréennes. Pour X et Y raisons. Je bosse avec une coréenne qui est à Séoul. Qui est à Séoul, ok. Qui est à Séoul. Elle converse très bien avec eux parce qu'ils parlent anglais. Elle parle anglais. En France, on parle anglais. Tu vois, genre. T'as ce truc extrêmement logique qui se fait. Et ce qui est bien, c'est que le Rwanda, c'est à la croisée à peu près de tous les fuseaux horaires. Ok, ouais, c'est un peu au centre, mais. Voilà, c'est au centre. Voilà. Donc c'est assez rapproché de beaucoup de fuseaux horaires. Donc pour qu'elle puisse bosser avec eux, c'est pas très difficile. Alors que si elle devait bosser avec nous, ce serait beaucoup plus complexe. C'est plus compliqué. Et mais les équipes, tu les montes comment? Comment tu es arrivé à monter ton équipe? Moi, c'est surtout des. Alors, c'est très peu de gens de mon parcours scolaire, étonnamment. C'est beaucoup de gens qui évoluent. Du coup, mais tu les rencontres comment? Moi, c'est vraiment de manière fortuite ou du LinkedIn. C'est vraiment, il y a plusieurs manières. C'est-à-dire que Hugo, moi, je l'ai rencontré parce qu'on habitait tous les deux à Milan. Ok. Hugo, c'est ton dev, c'est ça? C'est mon CTO. Il était CTO. Je l'ai rencontré à Milan parce qu'il était mon voisin. Et à la fête de la musique, je rencontre son frère et je lui demande, bah tiens, des nouvelles d'Hugo. Et il me dit Hugo et dev. Bah, je lui dis super. J'envoie un message à Hugo. Hugo me dit qu'il s'ennuie un peu dans son travail. Bon, bah, tu veux rejoindre une aventure sympa et marrante. Hop. Tu vois, j'ai un peu construit toutes mes équipes comme ça. Tu vois, c'est pas forcément en fait du formel. Tu vois, celle qui s'occupe vraiment, qui est la pierre angulaire de ma boîte. Et sans elle, ma boîte s'effondre. Et bah, je l'ai rencontrée à la base. On s'est rencontrés sur Insta. Tu vois, c'était absolument pas. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit que j'aimais bien ce qu'elle faisait, et c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais tu vois, un fort vivier de trucs, c'est pas uniquement l'école qui m'apporte, c'est parce que j'ai fait du mannequinat, parce que tu vas vers les autres, et parce que tu dis aux autres que tu as besoin de leur travail. Moi, j'ai jamais cru au truc du tu te tais, le silence. En gros, qu'il faut se taire travail dans l'ombre. Dans l'ombre, machin. Non, au contraire. Okay. Au contraire, si les gens ne savent pas ce que tu fais, pourquoi tu voudrais qu'ils t'aident? Même quand des fois, c'est ton propre pote qui peut t'aider, tu vois. Mais si tu lui dis pas ce que tu fais, si tu dis pas aux gens ce que tu fais et si tu les interpelles pas sur ce que tu fais, ah bah évidemment tu peux travailler dans l'ombre autant que tu veux. On verra le résultat, tu vois. Ok. Moi c'est. Après, je sais que souvent en Afrique on a souvent l'habitude de penser ça. C'est un peu en mode faut pas attirer les faut pas attirer les yeux. Tu travailles dans l'ombre, le succès se chargera du reste. Et surtout parce que comme le truc n'est pas encore sorti, bon c'est ce que j'entends surtout. Le fait trop de parler en fait alors que tu n'as rien de concret. Oui et non, parce qu'en fait moins tu as du concret, moins tu as à présenter aux gens, moins les gens veulent t'aider, tu vois. Évidemment, alors que si t'en parles, si quelqu'un est chaud et qui peut t'aider, c'est peut-être lui qui va faire avancer ton truc, tu vois. Moi, c'est en parlant aux gens que les gens me rejoignent. Ok. Tu parles pas, tu leur dis pas que tu as besoin d'eux, bah pourquoi est-ce que tu voudrais qu'ils s'intéressent à ta vie? T'es pas le centre du monde, tu vois. Tout le monde a des factures à régler, hein, j'ai envie de te dire. Bien sûr. Donc, et puis t'inquiète pas que l'échec se chargera de répandre le bruit aussi, tu vois. Et le succès, si t'échoues après, bah, ça se chargera de répandre le bruit. Ouais. Et puis au final, qu'est-ce que tu t'en fiches? Bien sûr. Tu vois, c'est ça la réalité. Tu t'en fiches. T'as essayé de monter ton truc, ça n'a pas marché. Et bah, t'apprends quoi. T'apprends et puis c'est souvent cette expérience qui fera que tu accéderas à un autre truc beaucoup plus important, tu vois. C'est pas très grave.
Ok, non, je pense quand même que on a pas mal échangé. Ouais. Et donc, il y a un truc que tu disais aussi, c'est que tu penses que les pays africains devraient pas mal s'inspirer du Rwanda hors politique. Hors C'est-à-dire que politique, là, on laisse la évidemment, politique de on laisse côté, la on parle politique. vraiment. De l'économie, oui. Ouais, Je pense qu'il y a quand même beaucoup de clés de compréhension, notamment d'assainir, je pense, les bases, les bases d'affaires, ok, sécuriser le milieu des affaires. ok, Le ouais. Rwanda, c'est quand même un pays qui est devenu au second rang du doing business en Afrique. Mhm. C'est quand même un pays qui a fait voler sa place financière, qui était passé d'une place financière totalement inconnue à, je crois, la troisième place financière, donc KIFC, la troisième d'Afrique. Évidemment, en recrutant, là où j'ai bien aimé, c'est qu'ils recrutent tous les talents africains. C'est-à-dire que Tidjam Thiam est le chairman, Tidjam Thiam que tout le monde connaît, Oui, tiens, ouais, et bien le sûr. chairman du KIFC. Ah ouais. En plus, tu Tu sais vois. que c'est un ancien, enfin, c'est un mec qui est INSEAD. Bien sûr, c'est un ancien de l'INSEAD. Tu Ouais. vois. Ils savent recruter des talents africains, anglophones, francophones, s'entourer voilà, d'une armée de gens ayant des compétences solides. Donc là, tu as par exemple la première dame, je crois, du Botswana qui a été recrutée pour l'université du Rwanda. Ok, Évidemment, ils profitent des réseaux de tout le monde. Et ils savent voilà, très bien, voilà, ils ont une efficacité de management. ok. Tu vois, c'est un pays qui a une efficacité de management. Et moins de corruption, du coup, comme tu dis. Évidemment, mais tout part, et comme je te disais, tout part De la bonne de la gouvernance. bonne gouvernance et finit par la bonne gouvernance, au final. Hmm. Tu vois. Et ils ont aussi ce système d'entraide où, du coup, les connaissances se passent extrêmement vite. Moi, je sais que quand j'enseigne un truc à quelqu'un, un mot, un truc, je sais que dans la journée, il va le répéter à quelqu'un. Ok. Tu vois, et du coup, ça va aider. En fait, si j'aide quelqu'un, son business, il va aider quelqu'un d'autre. Et ils ont beaucoup ce truc d'entraide. Moi, mes premières campagnes marketing, notamment là-bas, qui sont extrêmement belles, tu l'as vu. Mhm, bien sûr. Et ben en fait, C'est- c'était gratuit, tu vois. C'était Mhm. juste des gens qui voulaient aider parce qu'en fait, ils ont la conscience qu'une boîte qui monte au Rwanda, c'est une force pour le pays. Ok. C'est des gens qui vont. Tu vois, ils ont cette conscience-là. Je sais pas comment ils font, mais ils ont une conscience qu'en fait, ils sont le maillon d'une large chaîne, Mhm. tu vois. Donc, ils vont faire les choses extrêmement gratuitement, pas gratuitement, mais de manière volontaire. Tu vois, ils vont faire les choses de manière très volontaire. Moi, ma campagne, c'était vraiment le. J'ai trouvé en un jour, j'ai trouvé un monteur, un mec, un photographe, un mec qui nous a passé sa voiture, qui est en fait qui était Joseph, donc mon ancien key account, qui lui, il a fait Carnegie Mellon of Africa, qui a fait plein de, qui a un très bon background, mais c'est lui Ok. qui, alors qu'on s'était rencontré une seule soirée, qui En sympathiquement, gros, en fait, il y a beaucoup de générosité. il y a une générosité d'affaires, oui, parce qu'ils comprennent qu'ils sont Ok. le maillon. C'est aussi pour ça que la corruption, la lutte contre la corruption se fait très bien. C'est parce qu'en fait, une mauvaise expérience entrepreneuriale d'un étranger, ils savent que le bouche à oreille a plus Ça va d'effet vite, ouais. qu'au final, tous les Mhm. classements d'affaires. C'est le bouche à oreille qui fait que les choses Ok. se passent bien. Ouais, je Mais vois. donc, du coup, tu as cette conscience de classe parce qu'ils savent qu'ils sont un pays pionnier où les gens viennent en premier, tu vois. Mhm. Quand ils font dans des industries petites et ils augmentent. Donc, ils ont conscience que, en fait, il faut que ça se passe bien pour lui, pour qu'il puisse attirer d'autres gens, qu'il puisse parler. En fait, ils considèrent que chacun est un PR. Mhm. Tu vois, chacun est au final son press relation. Ok. Ok. Tu vois. Ah, c'est intéressant tout ça. Donc, tu vas voir que Kigali, c'est une ville extrêmement stylée, qui fait qu'en fait, t'en as plein les yeux quand t'arrives. Mhm. Euh, Tu te donnes tellement envie. Hein. Bah oui, c'est une ville qui donne envie, tu vois, Mhm. qui donne envie d'investir, même les endroits pauvres, parce que moi, je regarde pas uniquement les endroits riches, parce que tout endroit riche est bien, mais les endroits pauvres sont aussi propres que les endroits extrêmement riches. Mhm. Quand bien même que ce soit des bidonvilles, ça va être extrêmement Soigné. et tout. soigné, ça va être surtout très propre. Ouais. Tu vois, ils ont un truc sur la propreté. Ils ont un truc qui s'appelle l'Umuganda, qui est en fait les travaux communautaires qui permet de structurer la société. Ok. C'est-à-dire que c'est des travaux communautaires obligatoires tous les derniers samedis du mois. Ok. Tous les derniers samedis du mois, tout le monde doit nettoyer son quartier, nettoyer son environnement. Ok, ça, c'est intéressant, Mm. la vision que tu as un Mm. peu, et surtout que le Rwanda, je crois, sûrement, t'a permis aussi d'avoir un Ouais. peu. Mais là, en fait, c'est quoi tes actualités? En actualité, je pense que l'idée, c'est d'ici 5 ans, évidemment, de déborder sur l'Afrique de l'Est, d'avoir sécurisé un marché, et après de faire le voyageur, d'aller au-delà D'aller, des voilà. frontières.
En fait, on revient un peu après à l'enfance, quoi. C'est-à-dire le fait que cette vision que tu as vraiment de tes temps, voilà, d'aller je pense que nous, évidemment, on cible, on a des pays qu'on regarde un peu, qu'on spot. Donc, tu as évidemment des grands pays comme le Kazakhstan. Tu as évidemment d'autres marchés plus petits, mais comme le Royaume du Bahreïn, comme Oman, évidemment. Et aussi, ne pas se limiter uniquement à l'IT+. Nous, on a aussi des envies, notamment moi, hein, je dis pas nous, là je parle pour moi, d'acquérir notamment, d'investir en fait dans des technologies beaucoup plus de pointe. Donc évidemment, il y a le spatial et la télécommunication. Voilà, c'est un peu dans ces envies-là que je me vois prochainement. Ouais. Et en vrai, on est arrivé à la fin. Hein. On a pas mal discuté, on a pas mal échangé. C'était très intéressant. C'était intense. Peut-être juste une dernière question. Ouais. Et en fait, c'est un petit rituel que j'aimerais mettre en place. C'est pour l'invité qui vient après. Si tu aurais peut-être un conseil ou une question. Tu sais pas qui vient après. Alors, je sais pas qui vient après, mais si tu as un conseil, une question pour la personne qui vient après, alors, ma question, et c'est une question un peu complexe, donc la personne aura tout le loisir de pouvoir s'épancher dessus, c'est comment est-ce que l'Afrique, et je parle bien des 54 pays, je ne parle pas juste du Sahel ou de l'Afrique de l'Ouest, ou même l'Afrique australe, comment l'Afrique peut, à moyen terme, avoir une unification politique, économique, idéologique, culturelle et stratégique, stratégique envers le monde. Large question, le panel est ouvert, le panorama est ouvert. Voilà. Bon, en tout cas, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, ouais. On a fait le tour, merci encore beaucoup. Pas de souci. Merci, c'était bien. On a pas mal échangé. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'IT+? Bon, juste du bon, ce sera déjà du bon et du bien. Beaucoup de succès aussi, beaucoup d'argent. Voilà, aussi, ouais. Et voilà, en tout cas, merci. Et voilà, merci à tous ceux qui vont nous écouter. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui vont nous écouter. Et puis, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Ouais.